Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre consacrée aux nouveaux visages engagés de la BD. Alors, je vais vous présenter nos invités. Alors, en partant par la gauche, Luxi, alors vous êtes autrice franco-chinoise. Et alors, je vais déjà vous le dire parce que vous avez fait un livre qui s'appelle Les rêves, Les enfants des rêves chinois, qui est quand même un livre très très engagé puisque vous racontez en fait le tournage d'un film qui a été censuré, que vous avez tourné en Chine et qui a été censuré. Donc pour des raisons de sécurité, si vous pouvez vous abstenir de prendre des photos où apparaît le visage de Luxi, il va y avoir il va y avoir une captation, mais votre visage va être flouté a posteriori. Donc voilà, si vous pouvez juste, parce que là on a une artiste engagée et donc il faut préserver sa liberté. Donc on parlera donc de votre livre sorti chez Sarbacane. Marie Lavabre, l'éditrice, n'est pas là malheureusement pour des raisons familiales. Voilà, Luxi, vous la remplacerez, en tout cas vous nous donnerez comment s'est fait ce livre avec Sarbacane, parce que finalement vous étiez étudiante en cinéma et 5 ans plus tard, vous arrivez... Est-ce que c'est tout de suite? Non, bah non, après. Oui, je présente tout le monde. Oui, oui, oui. Juste à côté, Clotilde Palois, alors tu es, si on peut se tutoyer, voilà, tu es la fondatrice, la rédactrice en chef donc de Matin, donc, qui est quand même une nouveauté depuis avril 2020. Ça fait déjà 3 ans, donc bravo, bon anniversaire, Matin. Et donc revue numérique développée sur Instagram avec donc ce concept, chaque jour, 10 images, un strip et des thèmes sociétaux comme qui vont de la permaculture à la contraception masculine, l'écologie, plein de choses, la politique, et avec pas mal de primo-auteurs ou primo-autrices, en tout cas des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes que tu as cherché, parfois, souvent, via leur engagement. Et on parlera aussi des albums que tu sors. Et il y a aussi cette nouveauté, le super matin de l'été, qui se glisse bien parce que je l'avais dans mon sac, pour faire les jeux. Et c'est vraiment très agréable et très drôle. Et on verra aussi parce que cet engagement passe par l'humour, beaucoup. Juste à côté, Louis-Antoine Dujardin. Bonjour Louis-Antoine. Alors toi, tu es éditeur chez Delcourt depuis 2016, si je ne me trompe pas, et tu as notamment été l'éditeur de Perpendiculaire au soleil de Valentine Cuny-Le Canet, qui est un plaidoyer contre la peine de mort, puisque c'est un dialogue artistique entre l'illustratrice française, dont c'est le premier livre illustré, si je ne me trompe pas, et un condamné à mort américain. Et tu as aussi édité Les algues vertes de Iris Leroux et Pierre Van Hove et plein d'autres. Voilà, tu fais aussi de la fiction, mais en fait, il y a quand même beaucoup de livres dans lesquels s'expriment des engagements assez forts et sociétaux. Et enfin, Karine Leclerc, tu es éditrice, tu as relancé Nathan, ou tu as lancé Nathan BD, si on peut le dire, alors avec à la fois des livres jeunesse et des livres, on va dire, pour adultes, mais à chaque fois avec quand même des auteurs, ou surtout des autrices, plein d'engagement. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit en préparant cette discussion. Alors, peut-être juste pour démarrer, avant de faire parler Luxi, juste vous qui êtes éditeur et éditrice, par rapport à ce titre, les nouveaux visages, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a effectivement une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices de bande dessinée qui sont beaucoup plus engagés que les précédentes. Alors, bonjour. Engagés, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont beaucoup plus engagés, mais en tout cas, ils sont engagés différemment sur des sujets différents, ça c'est clair. Et moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la bande dessinée. Et quand j'ai commencé, il y avait très très peu d'autrices, scénaristes, dessinatrices. Du coup, elles représentaient par leur absence un non-combat de plein de sujets. Et aujourd'hui, le fait d'avoir dans mon catalogue a posteriori une grosse majorité d'autrices, on se rend compte que forcément, ça illustre des thématiques qui sont nouvelles. Donc je ne sais pas s'ils sont plus engagés. En tout cas, ils sont engagés radicalement, différemment. Et surtout, c'est intégré dans leur vie au quotidien. Donc on ne peut pas dissocier la personne, l'artiste et son engagement. Pour embrayer, effectivement, moi ce que je sens, c'est que l'engagement est aujourd'hui clairement un moteur de la création chez les auteuristes avec qui je travaille, avec qui on travaille en général. Et donc c'est vraiment, même des fois, parfois avant même l'envie de fiction, l'envie de raconter les récits, elle vient l'envie en fait de s'impliquer sur un sujet ou de se confronter
un sujet. Mais juste si je peux me permettre un micro-préambule, en fait aussi, je suis très content d'être là aujourd'hui, parce que cet engagement, il n'est pas juste, je pense, chez les auteuristes, mais dans les maisons d'édition qui s'emparent de ces sujets, que ce soit en interne, avec des politiques internes voilà, sur les questions de RSE, mais effectivement en promouvant en fait, voilà, ces actions-là et le choix de ces auteurs-là. Et par exemple, aujourd'hui, en fait, on a une journée de table ronde qui, je trouve, extrêmement plaisante d'un point de vue paritaire, notamment. En fait, il y a quelques mois, on avait soulevé cette question-là sur une précédente journée SNE, on en était loin. C'est pas du tout le cas aujourd'hui, donc c'est très bien, ça avance, les choses avancent. Clotilde ? Merci. En fait. Oui, alors moi, mon comparable, en fait, il n'y en a pas, puisque Matin naît de ces auteurs engagés. Et ces auteuristes, en vérité, je les ai rencontrés en sortie d'école, il y en a parmi vous. Et de fait, c'est une génération qui est au pied du mur, qui est concernée, qui est grave, et dont l'engagement militant n'a pas de... Bon, après, c'est une spirale... Le Matin est une revue sociétale qui parle d'urgence climatique et de justice sociale et draine des illustratrices qui sont concernées par ces propos. Donc voilà, c'est un écosystème, c'est un biotope de personnes engagées pour lequel il m'est difficile de faire un comparable avec une génération précédente. Très bien. Luxi, vous allez nous raconter comment vous êtes engagé pour faire cette bande dessinée après ce tournage. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Parce que finalement, à un moment, vous partez faire un film autour de vos amis, qui est enseignante dans la Chine rurale et homosexuelle et ostracisée, stigmatisée à cause de sa sexualité. Et puis, vous vous retrouvez inquiété par la police, finalement interrogé. D'ailleurs, le livre commence sur votre interrogatoire. Et finalement, vous repartez en France avec plus de films. Oui. Bonjour. Après, d'abord, je dois dire, je ne suis pas partie en France en ce moment. Moi, j'étais en France depuis 2010. Voilà. Et en ce moment, j'ai été étudiante dans le cinéma. Du coup, on a voulu faire un projet sur mon amie qui est lesbienne à la campagne en Chine, dans une région assez reculée. Et comment dans une toute petite équipe avec trois personnes, dont un qui est français, le caméraman. Je pense que c'était lui qui a attiré l'œil des policiers dans la région. Déjà, dans la région, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, même si c'est une région touristique, mais rarement d'étrangers qui vont aller dans un endroit assez reculé. Et deuxièmement, c'est que cette fille, elle est un peu persécutée par son entourage. Après, je vais dire... dans la loi, il n'y a aucune loi en Chine qui interdit l'homosexualité. On a plutôt évité de parler, ce qui fait le genre comment si ça n'existait pas en fait. Mais après, c'est pas un pas non plus. C'est aussi pour ça, au début, quand je présente mon projet, que c'est un peu difficile de faire comprendre. Parfois, l'éditeur, il pensait que c'est l'homosexuel, c'est ça qui attire le policier, parce que c'était pas autorisé. Non, c'est pas ça. C'est juste le fait qu'il y a un Français, il y a un tournage, et on parle avec les gens, on interviewe les gens. Et ils ont une sorte de paranoïaque, en fait. Ils ne savent pas pourquoi on est là. Ils supposent qu'on est journaliste, ou alors on est des espions, je ne sais pas. Parce que dans la région, apparemment, il y avait des bases militaires. Mais après, pendant le tournage, moi j'ai évité, je sais où il était. On a évité très loin, je ne sais pas, 5 kilomètres plus loin, on est dans les micros et dans tout. Mais vu qu'ils ont... Je pense qu'ils nous... Enfin, c'est pas que je pense, je suis sûre qu'ils nous suivaient en fait pendant le tournage, pendant à peu près un mois. Ils attendaient le dernier jour quand on finisse tout et ils sont venus pour nous arrêter. Et du coup, je crois qu'il attendait de choper un gros organisme soutien par la force étrangère, ça c'est l'expression officielle en Chine, ou alors des journalistes BBC, des trucs comme ça. Et ils nous fouillaient tous les roches, ils ont tout regardé. Même eux-mêmes, ils l'ont dit qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils l'ont dit ça, mais ils disent
pour au cas où ils ne savent pas comment nous allons utiliser les roches, ils vont quand même les supprimer tout ce qu'on a filmé et photographié dans la région. Ils ne veulent pas qu'on le sorte, faut faire sortir la région. Du coup, on était interviewés 24 heures sur 24 heures. Entre-temps, il y a le Français, comment son visa il est expédité et il dû aller partir en Thaïlande pour renouveler son visa. Donc le policier, il nous fait la carte en vue pendant, je crois, 5 ou 6 jours comme ça dans la ville. On n'a pas le droit de partir, on n'a pas le droit de téléphoner à nos proches, etc. En attendant que le Français il rentre, voilà, pour closer les affaires, etc. Globalement, ça se passait comme ça. Et puis aussi, je vais ajouter, ce sont des policiers régionaux. C'est pas encore des policiers nationaux, de sécurité nationale. Si c'est tombé sur eux, on s'en sortirait pas si facilement. Voilà. Et vous pouvez nous expliquer comment vous avez pensé finalement à faire une bande dessinée autour de cette expérience? C'est vraiment sur le moment que le policier, ils ont tout effacé parce que tout notre travail pendant à peu près un mois de travail, il était tombé à l'eau comme ça. J'étais très très énervant. Il dit puisque c'est eux qui voulaient faire disparaître, moi je voulais faire réapparaître. Et en ce moment-là, il me dit tiens, je savais quand même dessiner, donc c'est l'occasion. Je vais le faire en bande dessinée. Voilà. Et vous étiez lectrice de bande dessinée aussi? Vous aviez des exemples de bande dessinée engagées, en tout cas Ouais. Je sais quoi, lectrice. Lectrice, est-ce que vous lisiez Oui, je lisais, ouais, je lisais, mais après, j'avoue que avant ça, je lisais pas beaucoup de la bande dessinée, les plus classiques, comme le Persepolis ou celui de Jean Sfar, j'en lisais un peu, j'en ai pas lisé énormément de la BD. Et quand même, c'est après que je suis en France, je savais que ce genre de roman graphique, ça existe. Avant, je savais pas. Et c'est aussi ça me donnait des idées aussi. Voilà. Quand la roche était tout effacée. Alors juste, Louis-Antoine, tu disais que les éditeurs vous engagez, c'est-à-dire que finalement, publier de la BD engagée, c'est aussi un engagement. C'est vous engagez aussi. Est-ce que parfois, vous publiez des livres qui ne reflètent pas forcément vos engagements, ou forcément il faut y avoir un peu une concordance entre vos états d'esprit? Alors, il y a forcément la concordance. On fait des livres, je pense pas qu'il y ait beaucoup de mes consoeurs, de mes confrères qui me contredisent. On fait des livres qu'on a envie de lire. Je pense que c'est le premier moteur comme éditeur pour choisir ces livres. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord non plus avec tous les sujets. Moi, ce que j'aime aussi justement dans l'engagement, en fait, c'est le débat que ça suscite. Et donc, c'est la confrontation. Donc, ce qui m'intéresse, au contraire, c'est même... j'ai des engagements, je m'en cache pas. Je pense que c'est assez facile de voir quel est mon positionnement politique. Pour autant, je vais chercher des choses qui vont me questionner, qui vont m'interroger, qui vont faire remettre en question des certitudes que j'ai. Et c'est ce que j'apprécie dans les œuvres des autoristes que je publie aujourd'hui. Par exemple, vous avez fait Res Publica, qui est un livre, vous avez édité, voilà, si je ne me trompe pas, c'est bien toi qui l'as. C'est un collègue. C'est un collègue, pardon. Alors, oui, parce que là, c'était sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc là, effectivement, il y a parfois les convictions politiques qui peuvent se traduire plus ou moins. Oui, en fait, quand on parle d'engagement, en fait, justement, pour moi, il ne faut pas juste l'assimiler en gros au parti pour lequel on va voter. C'est bien plus large que ça. C'est une question vraiment de positionnement dans la société. Là, à l'écran, vous montrez en fait la couverture d'un des premiers livres qu'on coédite avec la revue, avec les éditions La Découverte. Et clairement, justement, la rencontre s'est faite parce que en fait, l'engagement des éditions Delcourt depuis plus de 20 ans avec des livres comme les premiers livres de Davodo, Philippe Squarzoni, des gens comme ça, donc qui ont vraiment planté les graines en fait de ce type de livre, ce type de bande dessinée là. Au siècle dernier, se retrouve aujourd'hui en fait avec dans la rencontre qu'on fait avec La Découverte, qu'un éditeur de sciences humaines, donc c'est du travail scientifique, c'est des sciences humaines et sociales, mais ils ont un point de vue. C'est-à-dire que le point de vue, il est clair, on sait pour lequel on fait, c'est un point de vue progressiste pour s'attaquer aux inégalités, en gros au problème des inégalités dans la société et comment essayer de vivre dans un monde meilleur, si je veux simplifier. Clotilde, Karine, c'est ce que vous partagez aussi comme vision de votre rôle d'éditrice?
Oui, oui. Alors moi, c'est encore peut-être un peu différent parce que je publie des séries donc, qui sont diffusées immédiatement sur Matin, donc sur Instagram. Et donc, donc, quand je fais le choix de signer une série, elle m'engage moi en tant que rédactrice en chef et ensuite Dargo, pour qui je travaille. Mais je dois parfois faire un pas de côté par rapport à mes convictions à moi. Ah, elle a sauté la presse. C'était joli avant. Ouais. Et il m'arrive parfois de trouver que, enfin, que le sujet ou que la série qu'on porte avec une autrice ou un auteur correspond à la ligne de Matin, mais je ne suis pas toujours en phase. L'exemple le plus flagrant, c'est... j'ai accompagné une autrice formidable qui s'appelle Eva Roussel et qui a répondu à son éco-anxiété en devenant sorcière. Et donc, au début, la sorcellerie, c'était d'abord câliner les arbres, se rapprocher de la nature. En fait, c'était une façon de renouer avec la nature et de la comprendre à nouveau. Et puis, moi, je lui ai dit, ça m'intéresserait de suivre ton chemin, en fait. Comment, parce que c'est une réponse à l'éco-anxiété et qu'elle est intéressante et que en fait, voilà, partage-nous ton parcours. Et puis, le postulat de départ, c'est aussi l'écoféminisme. Enfin, c'est tout un courant de pensée que j'étais contente de pouvoir présenter sur Matin. Et alors, petit à petit, Eva Roussel, elle est allée de plus en plus loin dans la sorcellerie, jusqu'à parler de jardiner avec la lune, d'astrologie, et rentrer dans toute une dynamique un peu ésotérique, avec laquelle j'étais pas en affinité, mais que j'ai eu envie de continuer à pousser. Et ensuite, comme on est sur les réseaux sont ce qu'ils sont. Il y a eu aussi des commentaires qui étaient tantôt élogieux, tantôt très, 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 très en colère, en disant « Mais Matin, vous êtes une revue documentaire, pourquoi vous nous parlez de jardiner avec la lune, etc. Rien n'a jamais été prouvé. » Enfin voilà. Et là, moi, mon rôle, donc avec Clara, qui est la community manager de Matin, c'est vraiment de faire bloc et de dire « Ouais, mais voilà le postulat. Si c'était une revue papier, Eva, elle serait dans Autre Regard, mais elle ferait partie intégrante de Matin, en fait, de ce qu'on veut porter. » Et donc, c'est assez ambigu comme intention éditoriale en ce sens. Voilà. Et comment définir la ligne éditoriale, justement, de Matin ? Alors, Matin, c'est du documentaire. C'est vraiment du documentaire. Au début, on parlait principalement que d'urgence climatique. Et puis, de fait, quand on interroge un rapport de domination, de celui de l'humain sur la nature, on en vient à parler de celui de l'homme sur la femme, on a parlé de racisme. On est devenu petit à petit vraiment une revue de société, mais documentaire. Donc, tous nos strips, en fait, sont étayés par, soit relus par des experts, soit nourris par des associations, des ONG, des journalistes dont ce sont les sujets, qui les complètent avec de la description en post. Et même si on fait du documentaire, mais qui s'amuse à réfléchir, comme Pilote l'a fait en son temps, puisque donc Matin, c'est la revue digitale de Dargo. Et Dargo est assis sur un héritage considérable qui est celui de Pilote, qui était une revue hebdomadaire qui est née dans les années en 59. Et jusqu'en 89, ça a duré 30 ans. Pilote, ça a été une belle aventure éditoriale. Je regarde François Lebescon, qui était déjà dans la maison, et qui a vu naître des auteurs comme Goscinny, Uderzo, des personnages comme Blueberry, Lucky Luke et Astérix. Et en fait, Pilote a eu plusieurs slogans. Ça a été le journal qui s'amuse à réfléchir. Et puis il y a eu Matin, quel journal, avec un accent circonflexe sur le A, qui est une interjection un peu surannée pour signifier la stupeur ou l'étonnement, comme Fichte, Trousset, Priesti. Donc nous, on a joué avec cet héritage pour construire Matin. Et la ligne de Matin s'amuse à réfléchir avec de la BD documentaire, parce que l'époque s'y prête et qu'elle est, j'ai l'impression, plus grave, mais je ne sais pas, je n'étais pas là en 59, mais voilà, l'époque se prête à faire des sujets assez lourds qu'on essaye de porter avec joie. Très bien. Karine, ton rôle d'éditrice, c'est aussi de canaliser les volontés d'engagement des autrices pour faire parfois de la fiction. Il y a beaucoup de fiction quand même dans les livres que tu présentes là. C'est pas de la BD documentaire. Non, c'est pas de la BD documentaire, et c'est vrai qu'on Nathan BD va souffler sa première bougie fin août 2023. Donc on est vraiment un tout petit acteur récent. Donc j'ai pas de miroir dans lequel regarder. En revanche, si je réfléchis à mon engagement en tant qu'éditrice, mes positionnements, la ligne, c'est vrai que si je m'introspecte un peu, je me souviens de la Karine qui avait 20 ans, 30 ans, qui revendiquait de ne pas avoir une position de militante,
Ça, c'est très sincèrement ce que je pensais à l'époque. De 20 à 40 ans, ma vocation, ma motivation, qui reste encore aujourd'hui, c'était de proposer aux enfants des lectures plaisir. Parce que je trouvais justement que la société, le monde dans lequel on gravitait, les enfants avaient besoin de recevoir du positif, de l'évasion, de l'imaginaire, de l'intelligence, de l'humour intelligent et des fictions qu'ils pouvaient partager. Et jusqu'à il y a environ 10-15 ans, c'était mon prisme. Et ce qui est sympa dans le temps long, c'est que pour moi, l'engagement, c'est vraiment devenu un mûrissement et qu'aujourd'hui, les autrices que je rencontre et les auteurs sont plus les mêmes. Et je mûris avec eux et avec leurs engagements. Et donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et en fait, j'ai le sentiment de grandir au contact de nos auteurs. Typiquement, j'ai des autrices, là par exemple Pet Sitting qui apparaît à l'écran. Mick Anquet, la dessinatrice, c'est sa première bande dessinée. Je lui ai associé deux co-scénaristes, une qui travaille au marketing chez Pika et une qui vient du milieu de l'audiovisuel, qui est scénariste audiovisuel. Et ce sont vraiment plus que des autrices, ce sont vraiment des partenaires. Et elles portent, sous couvert de Pet Sitting, qui est une nouvelle série de 4 chiennes qui sont gardées en pet sitting, sous couvert de cette BD humour jeunesse, qui est vraiment intergénérationnelle. En fait, derrière, il y a des vrais engagements parce que je les connais vraiment très bien. Et ce sont des femmes qui sont nées féministes, c'est un non-sujet en fait. Elles portent ce combat chaque jour, à chaque fois qu'elles respirent. Et puis, elles sont aussi porteuses de la défense de la cause animale, la déconstruction des stéréotypes. Et elles utilisent, et elles ont des chiens. Donc voilà, c'est vraiment... Et je connais tous les chiens qui sont dans cette BD. Ce sont mes chiens voisins. Et donc, donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut concilier, je me rends compte aujourd'hui, même en parlant avec vous, on peut concilier ce que j'avais comme première mission aujourd'hui avec ma mission de collaborer avec des personnes qui sont incarnées, qui sont féministes et qui sont écolos et qui sont humanistes. Et voilà, et c'est pas quelque chose de construit artificiellement, mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand j'analyse le catalogue, c'est 90% de mes auteurs, quoi. Je peux faire En fait, tu parles d'introspection et tout d'un coup, en fait, ça m'a fait un flash. Je me suis souvenu, moi, je suis un enfant de Pif Gadget. Et en fait, je réalise en fait que je lisais de la BD engagée. J'avais la main de Pif. Il y avait ce combat antiraciste qui était déjà là et écologique aussi. Et voilà, bref. On va s'allonger. Non, mais c'est aussi peut-être. Alors, je crois que vous en avez parlé ce matin. C'est aussi un peu nouveau, des BD engagées finalement pour la jeunesse. Il y en a de plus en plus. On pourra parler de le loup en slip, par exemple, de Wilfried Lupano. Imaginez aussi, voilà. C'est nouveau de faire de la BD jeunesse finalement engagée, ou comme tu dis, finalement, ça a toujours été un peu là. Vous savez que dans Pif, il y avait Doc Justice, il y avait plein de bandes dessinées qui étaient quand même qui comportaient des valeurs. La vie, ce sont des cycles. Hein. Donc, moi, je suis fille de sociologue, donc j'ai beaucoup aussi réfléchi et vécu ces phases. Et quand on disait tout à l'heure, est-ce que c'est plus engagé qu'avant ? Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans le passé de grands engagements de femmes. Mais après, il y a des endormissements. Et puis après, voilà, ce sont des cycles comme des élastiques qui se tendent. Et donc aujourd'hui, ce qui me semble nouveau, j'ai travaillé 15 ans chez Glénat, donc qui était le leader de la BD jeunesse. C'est clair que c'était pas au centre de la production, l'engagement. On était vraiment justement dans le plaisir, le fun, vraiment le divertissement. Mais aujourd'hui, les enfants qui lisent de la BD jeunesse sont les enfants de la nouvelle génération engagée dont je parlais tout à l'heure, les autrices. Donc c'est clair que c'est intégré maintenant, en fait, carrément. Oui. Clotilde, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est... Non, je repensais au loup en slip, Yasmina et les mangeurs de patates. C'est vrai qu'on a une production de jeunesse engagée et qu'elle vient des auteurs, des autrices, c'est sûr et certain. Une volonté éditoriale aussi, mais aussi une appétence des enfants. Hein. On voit bien qu'à l'école, moi j'ai des enfants qui sont au primaire et qui parlent de ça tout le temps en fait. Et c'est pas juste parce que maman est stressée. Hein. Et moi j'essaye de pas justement leur transmettre ça, mais en fait c'est à l'école partout. Enfin, l'espace public est concerné à présent, j'ai l'impression quand même. Et Luxi, alors vous nous avez expliqué, voilà, que vous êtes dit, finalement je vais faire de la bande dessinée de ce tournage, mais
Pourquoi vous avez choisi cette forme documentaire? Vous auriez pu passer par finalement la fiction, changer les noms pour peut-être prendre moins de risques, je ne sais pas, mais vous avez... On a déjà changé le nom de tous les personnages. C'est vrai, ouais, c'est Ouais. vrai. On a déjà changé le nom de tous les personnages et puis je voulais faire comme en forme de documentaire. D'abord, c'est pour faire revivant le documentaire qu'on a perdu. Et ensuite, bien sûr, j'ai ajouté l'autre chose. Hein. Finalement, le résultat de la bande dessinée, c'est beaucoup plus engagé par rapport au film qu'on voulait faire. C'est aussi pour donner le côté de réalité, parce que tout s'était passé, c'est vrai. Moi, j'ai pas trop voulu de faire un fiction, laisser penser que c'est des imaginations en fait. Voilà. Et vous pouvez nous raconter comment vous avez travaillé avec Marie, je crois que c'était votre éditrice. Ouais. Comment ça s'est passé en fait du point de départ jusqu'à finalement la sortie du livre? Quand je les ai envoyé le dossier, en fait, le projet, j'ai pas fini le projet, mais en tout cas le scénario et le découpage, c'est presque tout déjà fait en fait. Et ensuite, comme moi j'ai jamais faisais la BD avant, du coup, je l'ai envoyé tous les découpages et le dialogue. Eux, ils regardaient, ils donnaient leurs avis, ils posaient des questions. Il y a plein de questions. Comment ils ne comprennent pas parce que c'est à cause de choc culturel, je pense. Parce que comment les Chinois, il y a plein de choses, ils ne le disent pas directement. Et c'est aussi comme, par exemple, je viens de dire, ils croyaient que les policiers arrivaient, c'est à cause de homosexuels, c'est à cause de sujets homosexuels. En fait, en principe, le principe, la censure en Chine, c'est que tu sais pas que tu peux parler, qu'est-ce que tu peux pas parler, parce qu'il n'y a pas un critère clair. Et donc, c'est eux, ils considéraient que ça pourrait donner une mauvaise image de la Chine, c'est pas bien. Il peut le décider de l'effacer et de l'interdire. Voilà, c'est surtout à ce côté. Je communiquais beaucoup au début avec Marine et Frédéric aussi, voilà, pour que le scénario soit compréhensible pour le lecteur français surtout. Ouais. Voilà. C'est un livre sur lequel vous avez travaillé pendant combien de temps? Pour combien de temps là? 1 an à peu près. Ah oui. Ouais. Ça allait assez vite finalement. Pour un livre d'une telle pagination. Et on a passé notamment beaucoup de temps pour corriger les textes et le découpage. Le scénario, c'était pas changé. Après, bien sûr, il m'a donné plein de conseils pour que je rende le scénario plus clairement. Par exemple, j'ai ajouté quand même pas mal de choses dans la BD. C'est moi qui posais des questions que les lecteurs français qui pourraient les poser. En réalité, je ne parlerai pas comme ça. Je comprends pourquoi des fois la personne fanfan ne voulait pas répondre aux questions. Je comprends très bien pourquoi telle personne a réagi comme ça. Au début, je fais vraiment qui se passait dans la réalité, mais l'éditeur, ils ont mal à comprendre. Il dit pourquoi c'est comme ça, je ne comprends pas pourquoi vous dites pas directement dans la BD que les policiers ils interdisent des homosexuels. Donc voilà, comme ça, il m'a poussé de trouver des façons pour mieux former. Voilà. Et vous trois qui êtes éditrice, éditeur, accompagner justement une autrice, un auteur dans son engagement, c'est aussi l'aider à trouver la bonne forme pour son récit, alors qu'il soit documentaire ou de fiction. Comment, je sais pas, par exemple, Louis-Antoine, si on parle de Perpendiculaire au soleil, qui est quand même un livre très engagé, qui fait 400 pages, avec des gravures sur bois, avec quand même une matière plastique très riche. Comment vous êtes arrivé à ce livre, faire sous cette forme? Le premier engagement de l'autrice, de Valentine Cuny-Le-Calais, c'est qu'elle savait déjà où elle voulait aller, en tout cas ce qu'elle voulait nous mettre sous les yeux. Voilà, c'est le tour de force qu'elle a réussi. Voilà, j'ai déjà raconté cette histoire. A priori, sur le papier, c'est le livre qu'il ne faut pas faire. C'est une jeune autrice qui n'a jamais publié. C'est un livre en noir et blanc sur un sujet qui n'est pas très fun, puisque c'est la peine de mort aux États-Unis, avec un mélange de styles entre gravure, etc. C'est un livre qui coûte plus de 30 €. Donc normalement, c'est le livre qui ne devrait pas marcher.
C'est un de nos plus beaux succès récents. Donc voilà, on est très très heureux, fiers d'avoir pu l'accompagner. Et là, quelque part, la question de la forme, elle s'est très peu posée, parce qu'on avait déjà une autrice qui était déjà justement engagée dans ses convictions, qui avait déjà mûri sa réflexion. En fait, elle avait déjà, quand elle m'a envoyé le dossier, typiquement, normalement en bande dessinée, vous le savez peut-être, en fait, on reçoit une note d'intention aussi. On reçoit 2 pages de texte et 3 pages de bande dessinée. Et c'est là-dessus qu'on s'engage pour faire un album, enfin signer un contrat et faire un album. Ici, l'autrice avait déjà dessiné plus de 80 pages. Donc alors, après, ça passe ou ça casse. Là, en l'occurrence, c'est passé très vite. C'est une des décisions qui a été la plus rapide. Et voilà, en 24 heures à peine, j'avais le feu vert de guider le cours pour y aller et faire ce livre, parce que tout était là, qu'il y avait une force émotionnelle incroyable dans ce qu'elle nous avait envoyé. Donc après, voilà, sur la forme, c'est des petites choses. On a parlé voilà, de la forme du livre, voilà, cartonné, broché, de la couleur du dos, voilà, de mettre, ce qui était une manière pour nous de mettre, parce que les seuls éléments de couleur dans ce livre-là sont les peintures dessinées par Reinaldo Magers, qui est son ami, son correspondant, ce jeune homme qui est toujours aujourd'hui enfermé dans sa cellule en Floride. Et donc voilà, les seuls éléments de couleur, c'est les siens. Et donc d'avoir un élément-là qui était dans l'habillage du livre, qu'on allait voir en fait dès l'arrivée en librairie, c'était important. Ça, c'est une des suggestions, voilà, dont on a discuté, que j'avais apporté. Et si je ne me trompe pas, ce livre va aussi servir un petit peu pour la défense de Reinaldo Magers, ou j'avais cru entendre Valentine Pinel-Calais. Oui, c'est ce qu'on espère, qu'il va pouvoir. Voilà. Alors après, c'est très complexe, parce que il devrait pouvoir. En fait, il essaye de faire rejuger faire une re-sentence, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire que comme il n'a pas été condamné par un jury unanime, il est juste dans un petit moment de la loi rétroactif où il devrait pouvoir faire rejuger, mais c'est seulement l'application de sa peine qui devrait pouvoir être jugée, c'est-à-dire on espère qu'il ne sera plus condamné à mort, mais ça veut dire qu'il sera condamné à vie. Donc, ce qui pose d'autres questions morales. Il y a d'ailleurs des associations de lutte contre la peine de mort qui disent une peine de mort lente serait pire qu'une peine de mort rapide. Donc voilà, il y a un vrai débat éthique, moral sur cette question-là. En tout cas, ce qui nous fait extrêmement plaisir, c'était assez dur en fait de sortir ce livre. C'était assez dur de vivre le succès de ce livre-là, sachant qu'il était enfermé. C'était très 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 bizarre. Alors heureusement, en fait, Valentine était en échange quasi quotidien avec lui traduisait toutes les revues de presse, toutes les critiques, les journaux, donc il était là. Moi-même, j'ai correspondu, je corresponds avec lui, donc il est là. Il est extrêmement, voilà, à chaque fois, il nous renvoie que du bon, en disant que grâce à ça, grâce à ce livre-là, il existe un peu plus, voilà. Et c'est très très touchant. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs lecteurs et lectrices qui lui ont écrit aussi depuis. Donc c'est-à-dire que voilà, on a un peu cassé les murs de la prison. On a permis à des gens en fait d'entrer en relation avec Reinaldo grâce à ce livre. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Je reviens à ta question. C'était, tu disais accompagner des auteurs engagés. J'aime beaucoup rencontrer des auteurs, des autrices qui ont une envie, dont le travail m'intéresse et qui ont envie de travailler pour Matin, mais qui n'ont pas encore d'intuition, de conviction. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et j'aime bien en général qu'on se rencontre, qu'on se voit en vrai, pour voir, parce qu'il se passe beaucoup plus de trucs en vrai qu'au téléphone. Et essayer de tirer ce qu'il y a en eux, ce qui les anime, parce que c'est quand même vraiment l'enjeu, c'est de s'amuser à faire une série sur Matin. Et c'est comme ça qu'on a une série qui s'appelle Mythe et Meuf, que vous connaissez sans doute, dont on a fait un livre ensuite, avec une autrice qui s'appelle Blanche Sabat, qui à l'époque avait 10 000 abonnés, aujourd'hui elle est à 100 000, et c'est une super influenceuse féministe, militante incroyable, activiste écologique et tout ça. Et donc on était allés boire un verre à Châtelet toutes les deux, et puis on parlait, et puis on a vraiment accroché. Et puis moi je les aime trop, ces nanas, elles ont 25 ans, elles parlent trop bien, elles ont lu des tas de trucs. Enfin, perso, elles me nourrissent aussi beaucoup. Et puis je sais pas comment c'est arrivé, de fil en aiguille, on s'est mis à parler de La Petite Sirène.
Et puis, on nourrissait le truc en disant, mais tu te rends compte, c'est une dinguerie quand même. Elle échange ses jambes contre sa voix contre des jambes. Elle peut plus parler, mais elle a des jambes pour aller voir un mec. Enfin, on était dans ce truc-là. Parce que Mythes et Meufs, le principe de la série, c'est que Blanche déconstruit des mythes, des récits bibliques, des contes. Voilà, vous envoyez un petit florilège ici, à travers son regard de féministe, en réinterrogeant la place de la femme dedans. Et c'est toujours hyper sensé, c'est plein d'humour, c'est super intéressant. Elle a aussi une formation de sociologue. Et c'est comme ça, en parlant de cette petite sirène, mais dinguerie, les lunettes, n'importe quoi. C'est comme si on mettait des lunettes, pour le coup. La voix, les jambes et tout, qu'est née Mythes et Meufs. Ou Sandrine Deloffre, qui était à l'époque connue pour ses cartes de désaveu. Moi, j'adore ces cartes de désaveu parce que souvent, quand elle faisait des dialogues, je trouve qu'elle a un sens du dialogue qui est hyper fort. Graphiquement, elle l'a toujours dit, elle est en travail et c'est de plus en plus chouette. Et donc j'ai dit, mais je pense que quand même, il y a quelque chose en toi pour de la BD. Et puis tu parles tout le temps de ton chien. Je ne sais pas si vous voyez qui est Sandrine Deloffre, mais elle a ce chien Flibuste qui est limite un chien influenceur. Et de fil en aiguille, elle a dit, ok, bah, c'est vrai, je veux bien essayer la BD. Et puis dans ce cas, j'aimerais bien que Flibuste soit mon co-scénariste et qu'on parle d'un sujet qui m'anime, qui serait la maltraitance animale. Mais en fait, tout ça, ce sont des idées qui viennent en parlant, en échangeant, en discutant. Et j'ai lu ceci et tout ça. Et j'ai envie de faire ça. Et il me semble que cela. Et je trouve que là, moi, je me sens hyper bien dans mon rôle. Et pour l'autre pan des auteurs engagés, et après je lâche le micro pour laisser Karine parler, que je trouve plus compliqué, c'est que je travaille avec des auteurs qui sont souvent militants. Et il y a tout un vocabulaire militant qui est excluant pour celles et ceux qui ne le sont pas. Et donc, il y a tous ces mots avec lesquels nous, on est familiarisés parce que c'est un biotope dans lequel on se retrouve, parce qu'on travaille avec des auteurs, des autrices et nous-mêmes, de nos lectures, on s'est familiarisés avec ce langage-là. Mais nous, on s'adresse à vraiment un tas de gens sur Instagram. Et donc, quand on parle de cis-hétéronormativité, quand on parle même le mot patriarcat reste encore militant. Et donc, ou l'inclusif, gros débat avec Thomas Caden, qui est rédacteur en chef de Topo aussi, qui a la même question, parce que beaucoup d'autrices et d'auteurs écrivent en inclusif. Qu'est-ce qu'on fait de ce point médian ? Est-ce qu'on considère que c'est à nous d'éduquer pour que le point médian soit intégré ? Est-ce qu'on attend que le point médian rentre soit devienne la norme pour pouvoir l'intégrer nous dans nos... Voilà. Comment ? Parce que moi, on m'a déjà dit, je l'ai pas lu, lui, c'est un inclusif avec des points partout, ça me saoule. Et en fait, moi, c'est pas ça le but. J'ai envie qu'on soit lu. Et donc, comment on fait pour trouver cet équilibre ? Et parfois, je me retrouve dans des situations à dire, si c'est hétéronormativité, il faudrait qu'on trouve autre chose. C'est trop, en fait, en voulant être archi-inclusif, on peut parfois être excluant. Et je trouve que c'est un équilibre qui est hyper passionnant à trouver. Karine, alors, il faut qu'on parle de Poestrip, parce que c'est une nouvelle collection. Donc là, l'accompagnement des autrices, des auteurs, là, c'est une collection de romans graphiques inspirés par des poèmes, du patrimoine. Et là, c'est quand même des livres. Moi, j'ai vu celui de Bérengère Delaporte, là, qui parle de toxicité, de couple. Donc, comment se passe l'accompagnement là par rapport à... C'est pas une adaptation du tout d'un poème, c'est vraiment quelque chose de très très libre qui est fait à partir du poème concerné. Oui. Alors Poestrip, en fait, est né. C'est une convergence de plusieurs envies. C'est comme ça souvent que ça arrive dans l'édition. Et puis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le temps long. C'est que j'ai lu quand j'avais 18 ans un poème de Rilke qui s'appelle La Panthère. Je l'avais lu en allemand et c'était un poème très court où les vers et la scansion rappelaient vraiment de manière très très virtuose les pas de la panthère enfermée derrière des barreaux. Et j'avais été complètement bluffée par cette poésie. Parce souvent on entend en France des critiques sur la langue allemande, mais si on se penche sur un poème de Rilke qu'on le lit à voix haute, c'est juste magnifique. Et donc, ça a été un choc émotionnel, ce poème, qui m'a accompagnée toute ma vie. Et quelque part, tout au long de ma carrière, je me suis dit, est-ce qu'un jour, j'aurai la possibilité d'exploiter cette beauté, quoi. Et un jour, au Salon de Montreuil, j'étais en train, je travaillais encore chez un autre éditeur, et Bérengère Delaporte, qui est illustratrice jeunesse, était à côté de moi. Et par le hasard, on commence à parler du fait qu'on aime bien l'allemand, qu'elle est germanophone. Et on se rend compte que toutes les deux, on a eu le même choc sur cette poésie de Rilke. Et donc, on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose.
Quelques mois sont passés, j'ai changé 2 fois de travail entre-temps. Et puis un jour, une autrice, Charlotte Bousquet, me propose un concept de collection qui s'appelait pas Poéstrie, parce que ça, on l'avait trouvé chez Nathan. Mais elle voulait mettre à l'honneur la poésie. Et l'idée, c'était de partir d'un poème du patrimoine, français ou étranger. Donc on a Frida Kahlo, on a Kipling, on a Victor Hugo, on a Louise Labbé. Voilà, donc des poésies qui ont provoqué chez des personnes, des auteurs, des autrices, un choc émotionnel fort, comme moi c'était mon cas, et qui leur donne aujourd'hui envie, qui les inspire pour écrire une fiction inédite en bande dessinée, en roman graphique. Donc c'est comme ça qu'est né le projet de Poestrip. Et comme chez Nathan, on a une mission, tu parlais de ligne éditoriale, moi c'est work in progress, je suis en train de la... Attention, c'est un gros mot ce que je vais dire, mais post-rationaliser. Affreux. Même moi, ça me fait... Mais j'ai pas trouvé d'autres mots, en fait. C'est des gens qui me l'ont appris récemment, mais ça veut dire, en fait, regarder a posteriori ce que moi j'ai publié et essayer de me dire qu'est-ce que c'est ma ligne éditoriale. Voilà. Et donc, en fait, en post-rationalisant, je me rends compte que ce que j'ai proposé à Nathan, c'est en parfaite cohérence avec leur mission de transmission, d'émancipation des publics, des enfants, d'accès à la lecture, à l'alphabétisation. Et donc, et c'est aussi le décloisonnement. Moi, ça m'est très cher aussi de décloisonner les genres, pas que les genres masculins, féminins, mais les genres littéraires, les genres artistiques, faire dialoguer les matières artistiques entre elles. Et donc là, j'ai pu réaliser un rêve qui va sortir fin août en librairie, avec le poème dont je n'ai pas de slide, malheureusement, mais c'est aussi un extrait d'un poéstrip à paraître. Et donc, on va sortir cette fameuse variation autour du poème de Rilke qui va s'appeler Grande Échappée. Et donc, Bérangère, elle est carrément rentrée en transe dans ce travail d'autrice parce qu'elle est illustratrice, comme je vous ai dit. C'est sa première... c'est la première fois qu'elle commet une œuvre de bande dessinée. Elle est autrice complète. Elle a beaucoup flippé sur ce travail. Au début, elle était partie en quadrille. Tu parlais de la forme, mais on a beaucoup cherché, tâtonné. C'est un travail itératif. Et donc, au début, elle est partie comme ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire l'illustration en quadrille, en 4 couleurs. Et puis, ça faisait encore très jeunesse, alors que son propos, c'était sur... en fait, ça a résonné en fait en elle. Elle a vécu visiblement un phénomène d'oppression dans son couple passé. Elle s'est auto-censurée dans sa carrière. Elle a subi de la pression psychologique. Et donc, le sujet du roman graphique, c'est cette jeune fille-femme, 16 ans, qui va annoncer à ses parents qu'elle veut être danseuse. Et en fait, d'un côté, sa mère, qui est une danseuse professionnelle, qui a interrompu sa carrière parce qu'elle vit avec un intermittent du spectacle. La mère va la soutenir et le père, il va complètement exploser en vol en disant non, tu vas pas faire ça, regarde ta mère, c'est une ratée, elle n'a pas réussi à faire ça, etc. Et en fait, ça va être une prise de conscience de la fille, ça va faire voler en éclats la cellule familiale, et après, à la fin, ça monte en puissance. C'est hyper émouvant. Moi qui vais avoir bientôt 50 ans, j'ai jamais vécu, je touche du bois, l'oppression masculine. Mais en lisant ce roman graphique, en lisant les épreuves, je me suis dit, j'ai touché du doigt ce à côté de quoi j'ai pu passer. Et moi, c'est ma lecture d'une personne de 50 ans, mais je me dis, comment va le recevoir une fille de 20 ans ? Comment va le recevoir une femme de 30 ans qui est peut-être en train de faire le mauvais choix ? Et en fait, c'est un travail formidable qui, je pense, va pouvoir inspirer. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure sur l'engagement. Pour moi, moi, je suis quelqu'un de très engagé dans l'admiration que j'assume pour les autres. Donc, en fait, quand j'admire quelqu'un, j'ai envie de porter son parcours au plus grand nombre. J'ai envie de montrer à tous mes amis, à tous mes collègues, à toute la population française, en fait, qui est cette personne formidable. Et donc, c'est vrai que les autrices que je publie, ce sont des personnes formidables qui ont des parcours incroyables. Et donc ça, c'est pas une nouveauté, mais je veux quand même le montrer. Back to Japan, ça, c'est mon engagement d'avoir édité cette femme engagée. C'est une des seules exploratrices sur Terre à cheminer à moto en solo à travers l'Iran, à travers le désert du Sahara, etc. Et en fait, voilà, elle va toute seule en solo à moto et elle interviewe les populations, les femmes, sur la notion de liberté, de sexualité en Chine, partout. Et donc voilà, j'ai rencontré Mélusine Malander, elle était costumière de théâtre. Un jour, elle a rencontré un explorateur, elle est tombée dans le grand bain, elle a commencé à faire des explorations en kayak en Patagonie avec lui. Puis un jour, elle s'est dit, moi, j'ai
j'ai envie de voir si je peux être exploratrice aussi, en fait. Et donc, elle a décidé de prendre sa vieille moto et de ramener sa vieille moto Honda au Japon. Donc, elle a contacté le musée Honda de Tokyo et elle a dit est-ce que ça vous intéresse de l'exposer au musée? Ils ont dit oui. Et elle a décidé de partir de Port-de-Pantin à Paris et de faire Port-de-Pantin, Tokyo, en moto, toute seule. Elle n'avait jamais rien fait. Et donc, c'est son parcours, et j'appelle ça un roadbook graphique. Et donc, elle a vécu des dangers, quoi. Elle s'est retrouvée toute seule la nuit dans une tente avec 5 hommes qui sont arrivés en pleine nuit pour la violer. Et j'adore, je suis fan des solutions qu'elle trouve à chaque fois. Des solutions, parce que c'est une jeune femme, elle n'est pas frêle, mais elle n'est pas armée. Elle est pas naïve non plus, mais elle est très, très bienveillante. Et donc, je conseille à toutes les jeunes filles de lire les solutions qu'elles trouvent, parce que elle se dit que je vais me faire violer, comment je vais faire? Et puis, à un moment donné, elle prend son sac à dos et elle dit à Beyrouth, parce que elle connaît son nom, elle l'a vu plus tôt dans la journée, il lui dit qu'est-ce que tu fais? Elle dit je prends mon sac à dos, je vais voir ton frère pour lui raconter ce que tu fais. Et donc là-bas, écoute, l'honneur ne peut pas être sauf. Donc, en fait, il dit non, va pas voir mon frère. Et c'est comme ça qu'elle peut se sauver sans violence. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de porter la parole de cette femme que je trouve extraordinaire et qui est assez suivie sur les réseaux, parce qu'elle croise des communautés de voyageurs, de routards, de bikers, et de féministes, et de voyageuses, et d'artistes. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas cloisonné dans un genre ou étiqueté militant ou quoi, où on est juste une femme extraordinaire. Voilà, c'est juste un individu extraordinaire. En fait. Juste Louis-Antoine, pour la BD Le genre des capitales, donc qui est sur les inégalités au sein de la famille, il y a une forme assez originale qui a été choisie, puisque je ne me trompe pas, ce sont les chats qui sont les narrateurs, en fait. C'est la... Oui, alors original, et en même temps, c'est revenir aussi aux sources de la bande dessinée animalière. Hein, voilà, on peut revenir très très loin. Mais c'était effectivement, c'était l'artifice de Jeanne Puchol, donc la dessinatrice qui s'est confrontée à ce sujet avec les deux sociologues, Céline Bessière et Sybille Golac. Et c'est elle qui a amené ça en disant, mais si je fais juste l'adaptation du texte de cette enquête qui a beau être édifiante et fascinante, ça va être un peu aride. Donc elle a dit, on va amener 2 couches vers les enquêtes sociologiques qui, par définition, peuvent être assez vivantes parce que c'est des situations de tous les jours. Il y a la mise en scène de l'enquête, donc montrer la recherche en train de se faire, qui est aussi en fait une de nos ambitions dans cette collection-là, hein, c'est de montrer que la recherche en sciences humaines et sociales, c'est une création aussi au quotidien et qui impose des questionnements, des choix, des points de vue. Là-dessus, Jeanne amène cet artifice plus ludique, d'arriver avec ces chats qui parlent, qui vont commenter. Et puis, je pense que quand on lit la bande dessinée, justement, il y a un peu ce côté aussi roman à clé. C'est-à-dire que, en le découvrant, vous vous rendez compte un peu de qui sont ces chats, à qui appartiennent-ils. Donc, il y a celui qui vient de la notaire, celui qui vient d'une autre personne. Et puis, on comprend aussi quels sont leurs genres. C'est-à-dire que si on lit bien le livre jusqu'au bout, on voit aussi que les chats aussi, c'était l'intérêt de Jeanne Puchol, c'est qu'a priori, on voit une bête à poil et donc on ne sait pas quel est son genre. Et donc, c'était aussi, si vous lisez bien en fait l'album, vous comprendrez aussi quel est le genre de chacun de ces félins qui sont dans l'album. Je peux rajouter quelque chose sur pet sitting? Vite fait, parce que j'allais poser une question à Clotilde. J'ai oublié de le dire, mais quand je dis que c'est une BD engagée, c'est la première fois dans l'histoire de la BD que c'est une héroïne chienne, en fait, parce qu'on a eu que des Rintemplans, Idéfix, enfin c'est que des chiens en fait les héros, et là c'est des femelles. Juste Clotilde, les autoristes de matin, c'est quand même l'humour en fait qui est quand même leur véhicule. C'est ça, c'est vraiment toujours. Il y a à la fois de la gravité dans les propos, les sujets, mais l'humour, c'est toujours, c'est indispensable à ce que ça soit dans Matin. Oui. Oui. Enfin, après, je pense que c'est pas une condition. Il faut que tu sois poilant. C'est juste que on est sur Instagram. Les gens n'ouvrent pas Instagram pour se plomber la tronche, même si de plus en plus Instagram devient un réseau où on s'informe aussi et l'information est ce qu'elle est. Mais de fait, c'est plus simple de snacker, on dit qu'on snack sur Insta, de snacker un strip rapidement et d'avoir appris en s'amusant que de ressortir de là en se disant c'est beaucoup trop déprimant, voilà.
Il y a eu un moment où ça a été un peu difficile de faire de l'humour, c'est qu'on a fait une série sur le harcèlement scolaire qui s'appelait La Jungle, avec Sandrine Deloffre au dessin et Sarah Lecoq qui est la journaliste qui a mené l'enquête là-dessus. Et là, on a essayé de désamorcer. D'abord, on a fait de l'animalier aussi. C'était plus simple de représenter un enfant qui se fait mettre la tête dans la cuvette quand c'est un animal plutôt qu'un enfant. Mais c'était quand même vraiment très lourd. Et Sandrine Deloffre a réussi à certains moments à faire un peu... quand c'était un petit amanoir qui se faisait harceler à Bakatia, elle suce des fourmis. Enfin voilà, des petits travers comme ça pour... essayer de montrer ce qu'était le harcèlement, mais en essayant de prendre un peu de recul. Mais bon, ça a été vraiment lourdingue. Pour le reste, je pense qu'on y arrive. Et maintenant, Matin fait école, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des lectrices, des lecteurs qui finalement veulent devenir auteurs, autrices pour Matin, à force d'avoir lu Matin? Oui, plein. C'est ça, ouais. C'est super, ouais. C'est super. Déjà, quand je fais... mon métier, c'est aussi d'aller voir dans les écoles les nouveaux talents et tout ça. Donc, en général, ils sont lecteurs et lectrices de Matin. Ça, c'est très... c'est satisfaisant. Et puis, on reçoit, je sais pas, des dizaines de DM de gens qui disent « Je vous adore et voilà ce que j'aimerais faire » ou « Je vous adore et comment on peut faire » avec, en plus, bon, c'est assez nébuleux comment fonctionne Matin. Donc, les autoristes qui viennent à nous viennent aussi avec chargé de questions qui vous aident. Voilà. Lucie, est-ce qu'on peut parler de votre prochain livre? Est-ce que vous avez un projet de bande dessinée après Les enfants du rêve chinois? Oui, c'est toujours... Ouais, j'ai l'autre projet de bande dessinée, c'est toujours dans le genre qu'on ne pourrait pas de faire le documentaire en Chine. Le même genre de sujet, c'est sur un ami kazakh réfugié en France, parce qu'il il faisait un des premiers lanceurs d'alerte sur le camp de Uyghurs à Xinjiang. Voilà. Donc je travaille avec lui en ce moment. C'est une bande dessinée que vous pensez pouvoir publier dans 2 ans? Enfin, vous avez déjà un horizon? C'est difficile à dire. Pour l'instant, on est toujours dans le développement de scénario. Et en plus, comment c'est son histoire, j'espère que ce soit lui qui écrit son scénario. Mais lui, il n'est pas un scénariste non plus. Enfin, Un scénariste. Un scénariste, voilà. Désolée, j'ai oublié le mot. Du coup, je pense que je dois avoir beaucoup d'allers-retours avec lui et puis avec l'éditeur, donc ça va pas être très très rapide, je pense. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? N'hésitez pas, ou si tu veux... Non, c'était juste pendant que vous réfléchissez. En fait, c'était quelque chose que je me rends compte aussi en fait en vous écoutant en fait que dans ce qu'on fait comme éditeur, comme éditrice, ça correspond ici très profondément à l'ADN de la maison et que moi je suis convaincu qu'il y a un ADN des maisons d'édition. Et voilà. Donc c'était juste. Je vois pas de me... Il y a une question? Bon, autrement, alors est-ce que, moi, juste ma question pour meubler un peu, est-ce qu'il y a un engagement qui, pour vous, est difficile à retranscrire en bande dessinée? Est-ce qu'il y a parfois peut-être un angle mort, quelque chose qui serait très compliqué, ou alors, au contraire, tout est possible, il suffit de trouver le bon fil à tirer? D'accord. Je crois que malheureusement tout est possible en BD. Et pour preuve, il y a des dessinateurs d'extrême droite, et ça, je le regrette profondément. C'est vrai. Mais j'allais parler d'extrême droite aussi. En tout cas, c'est plus compliqué à porter quand on n'est pas animé, quoi. Ouais. Bon, je vais juste raconter une anecdote, mais dans ma vie d'avant, j'ai été l'éditrice de Ralph Koenig chez Glénat. Et donc, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un auteur de bande dessinée allemand, homo, qui fait de la BD d'humour super trash sur les homos. Et donc, moi, je me retrouvais sans avoir de combat à partager avec lui, mais je me retrouvais dans le bus à relire les épreuves. Et c'était dur dans le bus d'assumer, de corriger les épreuves de cet auteur. Donc voilà, c'est une boutade, mais les engagements qui sont forts pour les autres ne le sont pas forcément pour nous, parce que voilà, on est centré sur notre personnalité. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, heureusement qu'on peut tout évoquer, quoi. Et la BD est un média formidable pour rendre visuels ces sujets difficiles et ardus parfois.
Mais c'est vrai que ce que tu dis est juste, c'est que parfois tu fais le choix de suivre un auteur ou une autrice dans son engagement que tu partages pas spécialement, et toi, tu es quand même là pour lui souffler dans le dos. Et donc, parfois ça prend. Moi, je me souviens avec Bobika, qui est l'auteur du Cœur des Obes sur la contraception masculine. Il nous avait écrit en DM « Salut, je me contracepte ». Et j'aimerais en parler, je pense que c'est super. C'était il y a 2 ans et demi, on parlait pas du tout de ça. J'avais ah bon? Et ça me montait pas en fait. J'avais du bof, je sais pas, peut-être une autre idée, mais bon, voilà, j'avais gentiment retoqué. Et puis il était revenu 1 mois plus tard en me disant Clotilde, je pense qu'en fait c'est très important d'en parler. Et entre-temps, ça avait maturé dans ma tête, et quand il m'a recontacté, j'étais mais oui, c'est une évidence qu'il faut en parler. Et ensuite, maintenant, je suis incollable en contraception masculine. Mais je pense qu'il y a aussi ce chemin que nous, on doit faire. D'abord, se montrer curieux. Et si on se laisse embarquer, c'est formidable. Parce que c'est plus dur de juste souffler dans le dos quand on a du mal. Et moi, j'ai pas vraiment d'exemple là-dessus, mais je trouve que ce qui est très joyeux, c'est quand on finit par se laisser embarquer et à devenir la plus grande militante de la contraception masculine et à tout savoir sur comment ça fonctionne. Et voilà, je trouve que c'est chouette aussi cet échange qu'on peut avoir avec les auteurs et les autrices engagés. Eh bien, merci beaucoup à vous 4. Merci beaucoup, Lucie, Clotilde, Louis-Antoine et Karine. Merci à vous pour votre attention. On reprend dans un quart d'heure avec la BD documentaire. Le reportage.